est ravi de vous accueillir pour ce meet-up concernant les supermarchés coopératifs et participatifs. Du coup, Anne et moi, nous allons vous présenter aujourd'hui les supermarchés coopératifs et participatifs, comme l'annonçait Clara. Tout d'abord, un petit déroulé sur cette présentation. On va vous présenter d'abord pourquoi on s'intéresse aux supermarchés coopératifs, à partir de quel constat en fait on part pour se dire que les supermarchés coopératifs sont une solution intéressante pour diverses problématiques liées à l'environnement, à la grande distribution. Ensuite, on vous présentera dans une deuxième partie les supermarchés coopératifs avec un bref historique, les valeurs et engagements, ainsi que le rôle du coopérateur qui a un rôle phare dans cette structure. Et au final, on finira par un retour d'expérience de ma part et de la part d'Anne aussi dans deux supermarchés coopératifs qu'on a accompagnés. Et on vous partagera aussi une carte avec tout l'écosystème des supermarchés coopératifs qui existent en France et aussi en Europe. Alors, tout d'abord, pourquoi en fait on s'intéresse aux supermarchés coopératifs? C'est parce que on part d'un certain nombre de constats liés à la grande distribution, à son fonctionnement et certaines de ses limites. Du coup, si on passe à la slide suivante, j'ai préparé une liste non exhaustive de certains éléments qu'on peut prendre en compte qui nous font réfléchir à est-ce qu'il n'y aurait pas des alternatives par rapport à la grande distribution. Et les constats sont les suivants. D'abord, sur le plan de la santé et de la consommation, la grande distribution ne nous offre pas toujours des aliments qui sont très sains pour nous, notamment avec des produits qui sont transformés, qui contiennent parfois des pesticides, des perturbateurs endocriniens et parfois des OGM. Un deuxième constat, c'est aussi qui n'est pas forcément lié aux grandes surfaces, mais qui en fait partie dans la démarche des supermarchés coopératifs, c'est la démocratie et la citoyenneté qui connaît aujourd'hui qui connaît certaines limites, certaines limitations. Les gens s'impliquent de moins en moins. On l'a vu très récemment avec les élections, le premier tour, où en fait les gens se sentent moins engagés et sentent que leur voix a moins d'impact, notamment aussi sur leur alimentation et sur leur manière de consommer. Un autre élément, c'est l'environnement. Penser aux supermarchés coopératifs, c'est aussi penser à la problématique de l'urgence climatique. C'est revoir la façon dont on se relationne avec les produits qu'on achète, mais en allant plus loin avec les fournisseurs de ces produits, les producteurs. C'est aussi une manière de repenser l'économie et notre finance personnelle, parce que certes, c'est bien de revoir la consommation traditionnelle, euh, la grande distribution, mais c'est vrai que des produits plus locaux, plus durables, parfois sont plus chers, et du coup, les supermarchés coopératifs s'intéressent aussi à cette problématique du coût de la vie et de l'inflation aussi. Alors, voilà, maintenant je vais passer aux solutions dont font partie les supermarchés coopératifs qui seront le focus de notre présentation, qui du coup répondent à la question suivante. Comment reprendre la main sur notre alimentation et sa distribution? C'est aussi une manière de repenser notre manière de consommer et devenir plus acteur en participant à un projet citoyen durable et social. Mais j'ai préparé aussi rapidement d'autres initiatives à vous présenter. C'est celle de Agripolis qui, à Paris, conçoit des fermes urbaines sur les toits, par exemple, du parc des expositions à Paris. C'est une manière de relocaliser un peu plus la production de légumes et fruits au sein de la capitale. On a l'exemple de l'Eusco, qui est une monnaie locale, qui s'intéresse du coup là plutôt à l'économie locale et à favoriser un lien plus soudé entre les clients, les fournisseurs et les producteurs, en tissant un réseau assez solide d'économie locale grâce à cette monnaie. Et finalement, on a la ville de Copenhague, qui est la ville verte, qui a des objectifs très ambitieux dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre à travers une ville intelligente qui se centre sur repenser la mobilité au sein de sa ville et repenser aussi la manière dont elle se procure de l'énergie pour ses citoyens. Alors, sans plus tarder, passons au vif du sujet et je vais passer la main à Anne pour vous présenter les supermarchés coopératifs.
Merci Léo. Du coup, effectivement, nous, on s'est intéressés tous les deux au supermarché coopératif. Du coup, pourquoi en fait? Parce que on avait des questionnements sur notre envie de consommer du plus local, et ça répond en fait à cette problématique en partie, comme vous l'a dit Léo avant. Donc les supermarchés coopératifs, c'est pas une idée qui est nouvelle, hein. Parce que du coup, si on refait un petit brin d'histoire, on a en fait, au 19e siècle, ça a commencé en Angleterre, sur plusieurs constats. Suite à la révolution industrielle, ça a provoqué, cet essor, des supermarchés des coopératives agricoles notamment, et puis des coopératives de consommation. Parce qu'il y avait, de la suspicion auprès des commerçants et un accroissement des inégalités, qui a fait que les gens ont eu besoin de trouver des alternatives. Et en fait, en Angleterre, les coopératives de consommation sont assez bien imposées, et à l'aube de la Première Guerre mondiale, il y avait, 2,4 millions de coopérateurs en Angleterre. Donc il y a eu un mouvement parallèle en France, mais de moindre ampleur au début. Et en fait, au final, ça a été plus, dans le courant, du 20e, avec, par exemple, ce charmant monsieur que vous voyez en photo qui s'appelle, Charles Gide, qui était président de la Fédération française des coopératives de consommation, et qui avait, un slogan: «Ni satisfait ni révolté». Et en fait, lui, il s'est basé sur le mouvement coopératif pour, en fait, mettre en avant le fait que, il voulait remettre la solidarité, au sein, du fonctionnement de notre société. Et donc ça a été un terreau important, pour, des mouvements politiques au début du 20e. Ensuite, le mouvement s'est essoufflé, globalement en Europe. Hem Pour plusieurs raisons, notamment, d'entretien des magasins. Il y a eu d'autres courants politiques qui ont fait que, les coopératives, sont un petit peu, été, mises de côté. Mais c'est revenu, aussi, avec, après cette, période, donc déjà effectivement, ils sont revenus plus tôt que ça aux États-Unis avec, l'ouverture en 1973 du parc Slope Cop Food, qui est le premier supermarché coopératif, comme on l'entend, aujourd'hui, et qui est un peu, le modèle fondateur, de nos magasins en Europe, actuellement. Et en France, c'est revenu plus tardivement, suite à un mouvement aussi, avec, un nouvel accroissement, un terreau fertile économiquement, on va dire, avec, de nouvelles préoccupations, heu, sur, le pouvoir d'achat, la consommation. Hem Et donc en 2011 s'ouvre en France le premier supermarché coopératif qui s'appelle La Louve, qui est toujours ouvert, actuellement. Et ont suivi, beaucoup, beaucoup d'autres supermarchés en France. Il y en a encore énormément qui s'ouvrent actuellement, et c'est un mouvement qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Et donc du coup, les valeurs, et les engagements qui sont importants au sein, des supermarchés coopératifs, ça va être, par exemple, l'alternative durable à la grande distribution. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, dans un supermarché coopératif, vous pouvez faire l'ensemble de vos courses. C'est ce qui va le différencier d'une Coop Bio, d'un magasin de producteurs ou du marché. Par exemple, où on peut retrouver d'autres types de valeurs qui sont importantes pour la consommation, mais l'intérêt principal du supermarché coopératif, c'est qu'on peut y acheter aussi des sacs poubelles, en plus de ses œufs. Donc on n'est pas obligé d'aller, dans différents endroits pour faire nos courses, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on est occupé, qu'on n'a pas forcément, le temps d'aller partout comme on voudrait, et donc c'est pour centraliser aussi, ses achats. La coopérative s'engage à avoir des prix qui sont raisonnables,
Donc de permettre aux coopérateurs, d'avoir accès à un prix plus juste et une notion équitable, donc je reviendrai après dessus. Une offre de produits qui va être établie avec les coopérateurs en fonction des différents magasins. L'offre est différente, en fonction du choix et de la charte qui aura été établie. Hem, le supermarché coopératif, propose des moments de convivialité parce que, dans l'esprit des coopératives du 19e et du 20e siècle, c'est, l'idée d'avoir, un groupe aussi, de partage qui se retrouvent autour de convictions communes, et qui ont envie, d'échanger, au-delà de faire ses courses. Et en contrepartie, le coopérateur, donne de son temps, un petit peu chaque mois, pour faire vivre le magasin et pour pouvoir lui permettre de tenir aussi, ses engagements, de son côté, notamment, rapport au prix. Je vais vous expliquer un peu plus en détail du coup, par rapport à ce premier pilier prix. En fait, donc voilà, ça c'est, un exemple tiré, d'une coopérative à Strasbourg. En fait, plupart des supermarchés coopératifs, quasiment tous, ont une marge fixe à 20 sur l'ensemble des produits du magasin. C'est-à-dire que, il y a un regroupement, qui est fait et qui est possible d'avoir une marge entre guillemets «faible» parce que, il y a moins de frais, du fait que les coopérateurs donnent de leur temps, il y a moins de salariés, il y a pas d'actionnaires parce que du coup le magasin appartient aux coopérateurs, donc il y a personne à rémunérer derrière et il y a des subventions aussi qui permettent, qui rentrent totalement dans le business plan au moment où on établit cette marge, parce que, bah, voilà, c'est souvent des démarches qui sont soutenues par l'État, et les régions et même les villes. Hem, le prix à 20 il est intéressant aussi parce que du coup enfin, sur la slide d'avant, on voit que la moitié du prix, du produit est reversé aux fournisseurs. Donc il y a cette notion d'équitabilité, parce que le commerce équitable, c'est pas juste, sud-nord et acheter des produits, à des petits producteurs du sud. Le commerce équitable, il peut être nord-nord aussi et au sein du supermarché coopératif, on retrouve vraiment, cette notion d'équitabilité, parce qu'il y a une réduction des interlocuteurs, quoi. Sur, un exemple, du coup à Grenoble, il y a un constat qui a été fait. C'est souvent entre 10 et 20 moins cher que, des magasins voisins, parce que, il y a cette marge qui est moins importante, le coût pour le consommateur, il y a une vraie différence. Il donne son temps pour avoir des produits qu'il retrouve moins chers. C'est pas vrai forcément sur toutes les catégories de produits. Pour citer un exemple, très concret, les quantités par exemple, de Ricard achetées par Carrefour, font qu'ils ont des prix, qui sont pas compétitifs et dans ce cas-là, le supermarché coopératif sera pas compétitif. Mais sur tous les produits, à valeur ajoutée en tout cas, pour le supermarché coopératif, on va y retrouver moins cher. Et il y a, produits spécifiques qui ont été identifiés. Donc là, c'est à Paris, mais donc les comparaisons sont toujours faites à prix enfin à produits égaux, des œufs bio, ou plein air, en fonction des types de farine et cetera et les comparaisons sont faites, assez scrupuleusement généralement, par les coopérateurs, pour, justement, s'assurer, qu'on est cohérent avec le message, qu'on véhicule et avec l'engagement, qu'il y a vis-à-vis des coopérateurs, de se retrouver moins cher. Après, il y a un engagement du coup au niveau de la charte et du choix des partenaires. Il y a beaucoup de critères différents pour, choisir les partenaires. Ça dépend, complètement, des coopératives. Donc il y a des critères éthiques évidemment, géographiques, on essaye de privilégier le local quand c'est possible. Le positionnement prix,
sachant que le supermarché coopératif n'a pas vocation à être une épicerie fine et donc à avoir des produits qui se retrouvent chers parce que luxueux, même si on peut en avoir un petit peu pour soutenir certains producteurs, mais c'est pas la vocation du supermarché coopératif. Et évidemment en gage de qualité, le plus important effectivement, c'est de retrouver des produits qu'on aime, et ça, c'est important. Et il y a des arguments qui parfois peuvent paraître, triviaux, sur le choix des producteurs, mais quand on travaille avec un tout petit producteur, local, qui a pas forcément l'habitude de mettre des codes barres sur les produits, c'est un vrai argument à prendre en compte parce que, souvent ça peut être un blocage au niveau de l'organisation, de la gestion. Quand il y a 5 000 références de produits qui sont gérées essentiellement par des bénévoles, c'est des détails auxquels il faut faire attention au moment des choix des produits. Et pareil, sur, les capacités de livraison quand on s'adresse notamment à des petits producteurs. Je vous ai mis l'exemple de Jacqueline et Geneviève, que j'aime bien, dans le cas du supermarché dont je fais partie. Donc nous, on les a choisis, eux, par exemple, parce que, ils sont, éthiques et locaux, et qu'ils avaient, les différents critères. C'est une conserverie, qui récupère des fruits et légumes, en surplus abîmés, donc pour en faire de la conserve. Donc évidemment, ils rentraient dans notre charte éthique. Donc on les a référencés. Voilà, c'était un exemple. Hem Voilà, donc après la charte, elle dépend vraiment en fonction, des produits. Il y a, les produits, qui peuvent être, selon les coopératives, soit plutôt bio, soit plutôt locaux. On va avoir des gammes vrac, on va avoir des gammes conventionnelles, parce que le but, c'est que chacun puisse y faire ses courses. Donc il faut aussi des produits, entre guillemets «de première nécessité», pas très chers pour que satisfaire à tous les budgets. Et donc je laisse Léo enchaîner sur les autres engagements de la coopérative. Merci Yann. Alors effectivement, on a ces piliers qui sont avoir des prix intéressants pour le consommateur, qui soient plus bas qu'on pourrait avoir chez la concurrence. C'est avoir une charte de produits et aussi c'est euh, créer un espace humain de vie où en fait les gens se rencontrent. Et ça peut paraître assez différent, assez particulier parce que on n'a pas ça du tout quand on va dans un supermarché traditionnel ou dans un hypermarché. Mais les supermarchés coopératifs sont véritablement des lieux de convivialité. Quand on va par exemple réaliser son premier, on appelle ça des services, quand on va dédier de ces 3 heures mensuelles. Quand par exemple moi, quand je suis allé faire mon premier service, euh, j'ai rencontré mon équipe et c'est très convivial. C'est pas du tout un contexte. On est tous bénévoles. Du coup, c'est pas un contexte d'entreprise. C'est très détendu et intéressant parce qu'on rencontre des gens de tous les horizons, pas forcément de notre domaine, pas forcément de notre secteur d'activité. Et un élément qui est assez important dans cet aspect de la convivialité, ce sont les groupes de travail. Parce qu'en plus de dédier 3 heures de manière mensuelle au supermarché, en réalisant des tâches qu'on va explorer après, on peut aussi, si on a du temps, se dédier au groupe de travail qui permettent soit de faire vivre la coopérative en s'occupant de la partie approvisionnement, le choix des fournisseurs, par exemple, la partie comptabilité qui est très importante, la partie informatique où on va s'occuper du système qui gère les stocks, qui gère les ventes, la partie juridique aussi, communication. Et on a aussi des groupes de travail liés à des activités qui sont plus en parallèle de la coop, qui font vivre la communauté autour de cette coopérative. On peut retrouver des groupes de travail liés au compost, au zéro déchet. On peut aussi mettre en place des ressourceries. Et c'est ces groupes de travail qui font vivre de manière directe la coopérative, qui la font fonctionner, et aussi qui font créer un écosystème, un, un endroit de convivialité pour tous les coopérateurs. Et aussi, c'est un moyen aussi de faire rayonner le supermarché en question. Un petit mot par rapport au groupe de travail lié aux activités directement à la coopérative, c'est qu'on peut retrouver pour ces activités essentielles du supermarché des salariés. Et là, ce sera un choix de la coopérative, ce sera un choix des coopérateurs de oui ou non engager un salarié ou plusieurs. Parce que
ce choix se fait à un moment donné de la coopérative, lorsque la coopérative atteint un niveau d'équilibre financier suffisant pour pouvoir réfléchir à est-ce qu'on ne pourrait pas engager un employé pour la comptabilité pour dédier les coopérateurs à d'autres initiatives, à d'autres groupes de travail. Ensuite, on passe. Alors, on a parlé des 3 engagements de la coopérative. Maintenant, on va parler de l'engagement du coopérateur qui, lui, s'engage à 3 choses. Il sera à la fois propriétaire, acteur et client. Dans quel sens? En fait, dans un premier temps, il est propriétaire parce qu'il va pratiquement acheter des parts, souvent au niveau de 100 euros. Souvent, c'est 10 parts de 10 euros qui équivalent à 100 euros et qui le rendent propriétaire de la coopérative avec les autres coopérateurs. Avec ça, il s'octroie le droit de participer aux assemblées où il aura une voix, où il pourra voter lors des assemblées. Ensuite, il est acteur parce qu'une fois qu'on devient membre de la coopérative du supermarché, on s'engage à être acteur en donnant 3 heures de notre temps une fois par mois, en travaillant dans le magasin, c'est-à-dire à la caisse, à l'accueil pour recevoir les coopérateurs, mais aussi les curieux qui veulent en savoir plus sur le supermarché. On va travailler aussi sur la réception des marchandises et la clôture du magasin, par exemple. Et il est client. En fait, en étant propriétaire et acteur, bah, il peut devenir et il peut consommer les produits disponibles dans le supermarché. Et c'est intéressant parce qu'il participe de toute la boucle du moment dans un supermarché traditionnel, on aurait un actionnaire, on aurait des fournisseurs, des gens dans la comptabilité. Et là, en fait, le coopérateur, il occupe bah, tous ces rôles et il se rend vraiment 100% acteur de sa consommation et de son alimentation. Alors, si on part un peu plus dans les détails, dans les tâches du coopérateur, alors comme je vous ai dit, il s'occupe du magasin dans les tâches quotidiennes. S'il a le temps, ce n'est pas obligé, il peut se dédier aussi au groupe de travail pour l'approvisionnement lié au zéro déchet, au fonctionnement coopératif. Et aussi, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit à force de proposition, que si en fait il a des remarques, il y a un nouveau produit qui est arrivé sur les rayons et qu'il n'est pas satisfait ou qu'il le trouve trop cher, qui se manifeste. Et en fait, c'est vraiment cet espace qui est donné à la parole du coopérateur qui est assez intéressant dans cette structure. Et finalement aussi, on attend de lui qu'il respecte le statut du coopérateur. Et être coopérateur, c'est avoir des devoirs, mais c'est aussi avoir une certaine flexibilité, parce que dans cette structure, on est tous bénévoles. Et cette flexibilité, elle se matérialise de la suivante manière. Le coopérateur a bien sûr des congés qu'il peut placer un peu quand il veut, selon sa disponibilité. Typiquement, on a des congés parentaux et on a aussi un congé lié à des maladies de longue durée. Ces congés nous permettent de ne pas participer à la vie du magasin, mais on peut tout de même consommer. Ensuite, on a les congés temporaires où là, on n'a pas de pénalité, mais on ne peut plus effectuer ses courses durant ces congés dits temporaires. Et ensuite, une autre flexibilité, c'est le fait de pouvoir désigner un membre attaché qui pourra soit participer à la réalisation des créneaux dans le magasin, soit accéder au supermarché pour réaliser les courses ou effectuer les deux, en fait. Et du coup, ces 2 éléments flexibilisent un peu cet engagement du coopérateur. Voilà. Maintenant, je vous propose de faire un petit retour d'expérience sur nos participations respectives, Anne et moi, dans des supermarchés coopératifs. Et je vais commencer par la présentation de mon expérience au sein du Chaudron. Alors, il faut savoir que le Chaudron, c'est une coopérative qui a ouvert ses portes en 2019 au Chênay-Rocancourt, à côté de Versailles, qui compte aujourd'hui 320 coopératrices chaudronnières et chaudronniers, qui compte 23 fournisseurs, un local, 1200 références de produits. Et la fondatrice a dit cette phrase suivante, c'est en fait le rôle de ce supermarché au Chênay, c'est en fait de mettre une nourriture de qualité à la portée de tous. C'est vraiment le slogan quoi, de ce supermarché. Et c'est l'idée de se dire que on va offrir à tous les coopérateurs une alimentation de qualité et aussi on est tous gourmands, du coup des produits qui soient très bons sous l'aspect gustatif, quoi. Et pourquoi j'ai rejoint le Chaudron? C'était pour devenir plus acteur de ma consommation
Le projet m'intéresse beaucoup parce qu'il est humain, il est social, il est local, il a tout un aspect lié à repenser la consommation, mais aussi à repenser l'économie de manière plus durable. Et mon rôle dans ce supermarché, c'était, comme je vous l'ai présenté, de réaliser des tâches au sein du magasin en tant que caissier, à l'accueil, et de manière toujours accompagnée par une équipe. En fait, il faut savoir que chaque équipe euh, dans le supermarché coopératif qui se dédie à un créneau donné va être accompagnée d'un coordinateur qui va, qui va manager un peu de manière très horizontale. On n'est pas dans une entreprise, mais on est tous en train d'apprendre ensemble. Et j'ai pu comme ça découvrir les tâches du magasin sans grande difficulté en découvrant l'expérience d'autres personnes. J'ai pu aussi participer au groupe de communication dans la partie réseaux sociaux où en fait je créais des événements pour des réunions d'accueil qui présentent le supermarché. Et j'en garde de très bons souvenirs, c'était très cool. Et bah, du coup, je vais passer la main à Anne pour qu'elle présente son expérience au Troglo. Ça marche. Bah, moi, au Troglo, alors, le projet, on n'est pas enfin, tout à fait au même stade, que le Chaudron. Donc moi, ça se passe à Tours. Actuellement, on est 450 coopérateurs avec un objectif, de 650 à 700 pour novembre et on y croit très fort. Pour ouvrir le magasin, en fait, à ce moment-là, parce qu'on est en phase de construction de notre côté. Donc avec un objectif de 4 500 références et une centaine de fournisseurs. Moi, les circonstances qui ont fait que j'ai rejoint le Troglo, en fait, c'est parce que, j'avais besoin de donner mon temps à une cause qui me tenait à cœur. J'étais, sur une période de transition professionnelle où j'avais du temps à dédier et j'ai découvert le Troglo parce que, il y avait des annonces, de demande de participation de bénévolat. Donc je me suis renseignée, je les ai rencontrés, et en fait, je me suis rendu compte que c'était très transversal, tout ce qui pouvait être, possible d'être fait. Et moi, j'ai décidé de mettre mes connaissances de la grande distribution à profit. Parce que, dans une autre vie, j'ai travaillé avec, la grande distribution et donc je connais un peu, le fonctionnement d'un supermarché. Et j'avais envie, en fait, de faire cette partie-là, de, recherche de nouveaux fournisseurs et de valorisation des produits, locaux. Donc j'ai rejoint, la commission approvisionnement et mon rôle a été, assez, divers et varié. Donc j'ai fait ça, plusieurs mois, heu, avant d'avoir la chance de rejoindre Exia. Je donnais beaucoup de mon temps pour, aller à la rencontre des fournisseurs, potentiels, donc des producteurs locaux, travailler avec, différents groupes de travail. Donc en fait, au sein de la commission approvisionnement, on était à peu près, on va dire que ça fluctuait entre 20 et 25 membres. Et donc moi, j'ai eu la chance de devenir assez rapidement, référente sur cette commission où, j'encadrais les différents groupes de travail, par exemple, de fruits et légumes, de l'épicerie, sucrée ou salée, de la droguerie, qui allaient à la rencontre, des fournisseurs, locaux dans un premier temps. Parce qu'au Troglo, on avait choisi cet axe, hem de, partir des produits locaux, et de compléter ce qu'on n'aura pas trouvé en local avec des grossistes. Hem et donc ça nous a amené à rencontrer, sur l'ensemble, je pense qu'on est à peu près 450 fournisseurs rencontrés sur l'ensemble, des magasins pour en retenir une centaine. Et après voilà, les critères se font, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, selon les différents, supermarchés. Mais en tout cas, ça a été des moments, très sympas, d'aller à la rencontre de ces producteurs. Moi,
j'ai eu l'occasion d'aller visiter des élevages de lapins de plein air, d'aller. Moi, j'étais plus sur la conserve. Alors, je suis désolée pour les personnes qui ne mangent pas de viande, mais effectivement, j'avais plus rencontré des producteurs qui travaillaient donc avec voilà des poules de plein air. J'ai rencontré des pêcheurs qui font de la transformation et j'ai trouvé ça absolument génial d'aller voir ces personnes-là qui ont des engagements assez forts et qui font bouger le tissu économique local aussi, hein, parce que voilà, souvent c'est des producteurs qui vendent leurs produits à proximité et qui étaient tous très enthousiastes à l'idée de la démarche citoyenne et coopérative du Troglo. Donc c'était très bon moment. Et au sein de la commission approvisionnement, effectivement, il y a aussi tout ce côté que j'ai trouvé très, très intéressant. Donc de faire partie du groupe. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai plus trop le temps de m'investir au sein de la commission approvisionnement, mais on trouve d'autres moyens de se rendre utile. La semaine dernière, vous voyez la photo, là, c'était un stand qu'on tenait pour faire de la communication auprès des populations locales sur un événement qui célébrait le printemps. Donc, pour parler du supermarché, il y a un engouement au sein du groupe qui est en train de voir se réaliser le projet que je trouve très, très, enfin, c'est fédérateur et ça donne envie de s'investir dans le tissu local. Donc voilà, moi, c'est pour ça, à la base, que j'avais rejoint le Troglo et que j'ai hâte que le magasin ouvre. Mais c'est des valeurs qui sont, pour moi, je pense, essentielles aujourd'hui, de solidarité et de partage, qui sont les raisons pour lesquelles, moi, j'ai fait ce choix. Après du coup avec Léo, on a regardé un peu, donc on a eu enfin il y a énormément de magasins, enfin de supermarchés coopératifs qui sont ouverts partout en France, de différentes tailles. Dans les villes un peu plus, campagnardes avec moins d'habitants, vous allez retrouver assez facilement des épiceries locales qui sont pas forcément aussi développées que les supermarchés, mais où, vous pouvez retrouver quand même cette philosophie. Là, on vous a mis donc une petite carte non exhaustive donc de toutes les démarches similaires qui existent en France et un petit peu à l'étranger aussi, à Bruxelles. Donc voilà, après en fonction de où vous habitez, je suis sûre qu'il y a des démarches similaires, pas forcément trop loin de chez vous, même si c'est pas, des supermarchés. Voilà, je disais, il y a des épiceries partout maintenant en France. Et il me semble qu'on a une deuxième carte, Léo? Ouais, voilà, plus spécifique à Paris, où on retrouve effectivement, La Louve qui est, donc, le premier supermarché historique, qui a ouvert en France, mais donc beaucoup d'autres aujourd'hui, vous voyez, par exemple, le Troglo en ce moment à Tours, c'est en train de se créer, et je sais que enfin, je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'autres démarches similaires en ce moment en France. Parce qu'il y a une prise de conscience et une mise en avant de démarches coopératives, hem, parce que les gens veulent reconsommer plus local, que ça reste accessible et ça répond à un vrai problème de société, je pense, aujourd'hui, d'une façon «intelligente et fun» entre guillemets parce que, c'est agréable comme vous pouvez faire, votre sport, dans la semaine, donner 3 heures de son temps, tous les mois, ne reste pas comment dire? Une barrière insurmontable pour avoir, accès, au magasin et avoir, l'opportunité de consommer plus responsable. Voilà. Donc effectivement, pour devenir coopérateur, renseignez-vous autour de vous, si, vous avez des démarches, similaires, qui existent et puis après, ben, voilà, le process c'est pas compliqué. La plupart du temps, il y a des réunions de présentation qui sont faites, régulièrement. Hem
par les commissions communication, comme pouvait évoquer Léo tout à l'heure, pour s'informer sur le fonctionnement précis de chaque type de coop, même si elles ont toutes ce mode de fonctionnement global qu'on vient de vous décrire. Et ensuite, il faut souscrire des parts, qui est une condition sine qua non, pour intégrer la coopérative. Voilà, pour pouvoir y faire ses courses, il faut donner de son temps et être acteur. Et ensuite, voilà, c'est du contentement, pour, à la fois, les producteurs, qui bien souvent font des événements pour venir présenter leurs produits, au supermarché, et ce genre d'événements. J'ai juste séparé certains documentaires intéressants Ouais. sur Ah les oui. coopératives, notamment celui de Park Slope Food Coop au Brooklyn, qui est un des premiers supermarchés coopératifs. On a la Louve. Et en fait, on a, voilà, comme le disait Anne, beaucoup d'initiatives de ce genre en France, en Europe, qui commencent à s'installer, à s'instaurer. Et on a notamment sur YouTube, vous pouvez déjà découvrir toutes ces initiatives de manière très ludique et très accessible. Merci beaucoup. Bonne soirée, à tous. à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.